Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter l'équipe d'Arthropol. Elle se compose de 7 chirurgiens spécialisés, les docteurs Grelet et docteur Léger qui font la chirurgie du membre supérieur, docteur Lepetit et docteur Falaise qui font la chirurgie de la hanche et du genou, docteur Vinci Guérin et moi-même qui faisons la chirurgie du genou, et le docteur Lemoine qui fait la chirurgie du pied et de la cheville. Donc le programme ce soir sera le suivant. Il sera composé en 5 présentations de 7 à 10 minutes chacune. On commencera par le membre supérieur et le docteur Léger qui nous parlera de la reprise du sport après chirurgie de la coiffe des rotateurs. Le docteur Lepetit nous dira s'il est possible de reprendre le sport après la pose d'une prothèse de hanche. On passera ensuite à l'étage inférieur au niveau du genou avec 2 communications. Le docteur Vinci Guérin nous fera part de son expérience sur la reprise du sport après prothèse de genou et je discuterai les critères de reprise du sport après reconstruction du ligament croisé antérieur. Enfin, le docteur Lemoine parlera de la reprise du sport après ligamentoplastie de cheville. Donc, vous pourrez poser des questions aux orateurs et nous y répondrons entre chaque présentation. Et je pense qu'on va pouvoir commencer avec le docteur Olivier Léger qui va donc parler de la reprise du sport après chirurgie de la coiffe des rotateurs. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais tenter de partager l'écran. Voilà. Bon. Je pense, Jérôme, qu'il faudrait que tu clôtures peut-être ton... Voilà, impeccable. Donc, c'est bon. Hop. Et on va commencer donc tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, bonsoir à tous, merci d'être là. Et je vais donc ouvrir ce webinaire en tentant de répondre à la question: peut-on espérer une reprise du sport après réparation de la coiffe des rotateurs? Et bien évidemment, vous vous en doutez, une reprise au même niveau. Je vous propose de suivre la trame suivante. Dans un premier temps, nous bornerons notre sujet. Vous vous doutez que le pronostic n'est évidemment pas le même entre une rupture isolée du supraépineux peu rétractée traitée par réinsertion double rangée et une lésion de 2 ou 3 tendons avec rétraction intermédiaire traitée par une simple rangée. Nous évoquerons ensuite le processus du vieillissement, puis de la cicatrisation tendineuse. Nous passerons en revue les principales études récentes qui abordent le sujet de la reprise du sport. Nous verrons s'il existe des critères de reprise sportive. Enfin, nous verrons que la conclusion est finalement quelque peu surprenante. Actuellement, si vous voulez, comme vous le savez, les 2 facteurs principaux que l'on prend en compte sont des facteurs anatomiques pour poser une indication de réparation de coiffe. Le premier facteur, c'est bien évidemment la rétraction, le degré de rétraction tendineuse qui se fait en 3 stades, et également le degré d'atrophie ou de dégénérescence musculaire du corps musculaire. Nous parlerons ici uniquement des lésions isolées du supraépineux avec une rétraction faible ou intermédiaire, stade 1, 2, avec une atrophie de moins de 30%, donc dans les cas où on peut faire une véritable réparation anatomique. Comme vous le savez, ces 2 facteurs sont corrélés fortement au constant post-opératoire, mais aussi au pourcentage de rupture. Enfin, il y a une notion intéressante récente, il faut signaler en fait que le meilleur facteur pronostic semble être en fait le score de constant contralatéral préopératoire, ce qui quelque part est assez logique, puisque ce score traduit en fait l'état musculo-tendineux de la ceinture scapulaire du sujet. Actuellement, la technique de référence pour ce type de lésion, vous le savez, c'est la réparation double rangée, bien évidemment par arthroscopie. Une première rangée est mise au ras du cartilage, une seconde à la face latérale de l'humérus afin d'appliquer la coiffe sur le footprint. Enfin, dernier élément, comme vous le savez, l'âge n'est plus un facteur limitant. L'étude multicentrique de la Société française d'arthroscopie, il y a 5 ans, avait montré un bénéfice clinique, quel que soit l'âge. Et cela tombe bien, puisqu'avec l'augmentation de l'espérance de vie et la tendance croissante à la pratique sportive, on a de plus en plus de demandes chez les sujets d'un certain âge. De la même façon, si on regarde la fréquence des ruptures de coiffe, on remarque que le pic de fréquence est 55-60 ans, et qu'inversement, c'est avant 30 ans qu'il y a le moins de ruptures de coiffe des rotateurs. Au total,
en pratique, on se retrouve devant deux contextes différents. Rarement, un sujet jeune sportif de compétition qui, victime d'un accident violent, va présenter une rupture de coiffe, parfois avec une lésion associée, ce qui en fait en partie la gravité, comme par exemple un premier accident d'instabilité. Le plus souvent, on a affaire à un sportif de loisir de plus de 40 ans qui, pour un traumatisme sportif assez anodin, va présenter une rupture de la coiffe des rotateurs. Il nous faut dire quelques mots avant d'aller plus loin sur le vieillissement tendineux, et les travaux de Rudzki font référence en la matière. Et pour faire simple, il ressort de ces travaux qu'avec l'âge, il y a une moins bonne vascularisation tendineuse, ce n'est pas vraiment une surprise. Il y a également moins de cellules tendineuses qui fonctionnent. Elles fonctionnent en fait au ralenti également. Et c'est pour cette raison qu'avec l'âge, la balance tendineuse, entre guillemets, va s'infléchir peu à peu vers la droite, ce qui explique la plus grande fréquence de lésions tendineuses. Par contre, et c'est un point important, le ténocyte reste toujours aussi stimulable et va donc permettre une cicatrisation, ce qui explique que chez le sujet âgé, le résultat de la réparation est bon. Cela laisse également espérer une réversibilité de l'atrophie musculaire, si tant est que la cellule musculaire ait ce même potentiel, ce qui à ce jour reste extrêmement controversé. Qu'en est-il de la cicatrisation tendineuse après réparation? Les travaux fondamentaux sont extrêmement nombreux, mais tous basés en fait sur des modèles animaux qui sont toujours difficiles à transposer à l'homme. Deux articles récents sont toutefois particulièrement intéressants, celui de Barth en 2017 et celui de Jimkin en 2019. Il semblerait en fait que la résistance à la traction atteigne sa valeur maximale vers le 6e mois, qui semble donc correspondre au délai minimum de retour à la pratique de la compétition après réparation de coiffe. Parmi les trois études dont je voudrais vous parler, la première est la méta-analyse de Klutsch qui regroupe 25 études avec 850 sportifs, donc presque un tiers de compétiteurs avec des pratiques sportives assez diverses, comme vous voyez, un follow-up qui est de plus de 3 ans. Le résultat de l'étude est que 85% des opérés reprennent le sport, dont 65% quand même au niveau antérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce taux de reprise n'est que de 50% chez les compétiteurs. Nous allons y revenir. La seconde étude intéressante est celle d'Anthony. C'est une étude monocentrique de 76 patients, avec là une majorité de patients de sportifs de loisirs, un follow-up de 4 ans. L'intérêt de cette étude est surtout, bon, elle montre bien évidemment de bons résultats, mais l'intérêt surtout, c'est qu'il y a deux facteurs de risque de non-reprise sportive. C'est la douleur préopératoire qui a duré plus de 9 mois, donc l'ancienneté en fait de la lésion, et deuxièmement, une pratique sportive préopératoire, on va dire occasionnelle, inférieure à 2 heures par semaine. Enfin, l'étude multicentrique de la Société française d'arthroscopie limitée aux patients de plus de 70 ans avec 145 cas et un follow-up d'un an. Les résultats sont bons, donc on voit que chez les plus jeunes, le jeu en vaut la chandelle, avec donc 80% de reprise et un score de gestion tout à fait correct, et en particulier la force est bonne. Pour terminer, quelques mots des critères de reprise. En fait, on ne trouve pas de critères de reprise très précis dans la littérature. Donc, je vais vous donner mes critères personnels. En ce qui me concerne, j'attends la normalisation, ou plutôt, on devrait dire, la symétrisation du score de constant, et en particulier du score force, pour autoriser la reprise complète. Cela correspond bien évidemment à, le plus souvent, à un test de Job qui est particulièrement fort et complètement indolore. La reprise partielle est bien évidemment dépendante du type de sport. Il est évident que, par exemple, un golfeur pourra reprendre gentiment le petit jeu vers 2 à 3 mois. Quel est l'intérêt des examens complémentaires pour décider d'une reprise? Et en fait, il est assez faible. La reprise va se décider surtout cliniquement. Il est faible pourquoi? Car d'une part, les images à 6 mois sont très souvent difficiles à interpréter. D'autre part, car c'est l'état fonctionnel qui compte. Et enfin, la sensibilité clinique est ici assez grande pour détecter toute anomalie évolutive qui doit pousser à retarder la reprise sportive.
En conclusion, le sportif de loisir doit être opéré à tout âge, à condition de pratiquer régulièrement, car le pronostic est bon et la reprise du sport peut être raisonnablement espérée. Le jeune sportif doit également être opéré, car c'est sa seule chance de pouvoir reprendre son activité, mais c'est très important, celle-ci ne surviendra qu'une fois sur deux. Il s'agit d'un accident grave qui remet en cause la carrière sportive du patient. Il faudra l'en prévenir d'emblée. À ce jour, aucun procédé biologique adjuvant, opératoire, type PRP, activation médulaire aux cytokines, ne permet d'améliorer la cicatrisation post-tendon, même s'il existe d'ores et déjà des arguments expérimentaux. Merci de votre attention. Jérôme, peut-être, je te laisse reprendre. Merci, merci pour cette présentation. C'est très clair. Alors, on va voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on a une question de Lomba. Ne faut-il pas essayer d'évaluer la proprioception de l'épaule avant la reprise? Alors, c'est un élément effectivement intéressant. L'idéal, c'est que la proprioception soit complètement récupérée à la reprise sportive. Mais on a bien évidemment souvent affaire à des sujets qui sont très impatients de reprendre du sport. Et on va dire que le minimum, pour moi, c'est vraiment la récupération de la force. Après, effectivement, dans le cas du réentraînement sportif et de la reprise, la proprioception est un élément important, c'est certain. Alors, une deuxième question. Qu'en est-il des sports de type gymnastique? Alors, Olivier, excusez-moi, pour qu'on vous voit répondre, est-ce que vous pourriez juste arrêter votre partage d'écran afin de pouvoir vous voir en pleine fenêtre? C'est bon? C'est bon. Alors, parfait. Deuxième question, donc, Jérôme. Alors, qu'en est-il des sports type gymnastique? Donc, on va s'adresser à des patients plus jeunes. Alors, pour les patients plus jeunes qui pratiquent la gymnastique, bon, c'est un sport évidemment extrêmement exigeant. Là, il est bien évident que le délai qu'on évoquait de 6 mois, c'est, je dirais, presque un minimum. Et là, effectivement, l'intérêt de remplir toutes les cases, et en particulier la proprioception, est particulièrement intéressant. On a une dernière question, Olivier. Un test musculaire type isocinétique peut-il être envisagé dans ce contexte? Alors, bien sûr, plus on va rassembler d'arguments de bonne évolution, plus on va pouvoir s'avancer dans la reprise sportive. Alors, j'ai cherché beaucoup d'articles à ce sujet, je n'en ai pas trouvé, mais je pense effectivement que c'est quelque chose qu'il faut explorer et ça peut être une aide pour raffiner le feu vert à la reprise sportive et en particulier chez les jeunes sportifs de compétition. Très bien, merci beaucoup. On a pas mal de questions, je suis désolé, on a un petit peu pris par le temps. On va passer à la présentation suivante. Merci Olivier pour cette présentation, c'était très clair. On va passer au docteur Lepetit qui va donc nous dire si on peut faire du sport après la pose d'une prothèse totale de hanche. Super. T'entends pas, Cédric? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Voilà. Donc, je vais vous parler de la reprise du sport après une prothèse totale de hanche. Alors, la prothèse totale de hanche est une intervention qui a de très bons résultats et qui est en constante augmentation et qui touche une population qui est de plus en plus jeune, avec des patients entre 50 et 60 ans qui sont en constante augmentation. Et ces patients jeunes, ils ont des attentes différentes. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, ils veulent refaire du sport, mais ils veulent également faire du sport à un niveau élevé et avec des sports qui sont physiquement intenses. Donc, quelles sont les recommandations que l'on peut leur proposer concernant ce retour au sport après une prothèse totale de hanche? Alors, nous allons voir quels sont les sports qui sont recommandés, quel est l'impact de la pratique sportive sur leur prothèse, qu'est-ce qu'ils font réellement une fois qu'ils ont été opérés, et est-ce que l'évolution des techniques et des implants peut faire évoluer ces recommandations? Alors, les recommandations pour le sport après une prothèse de hanche, donc on a classé les sports en 3 catégories. Les sports autorisés avec expérience,
et les sports qui sont déconseillés. Les sports autorisés sont les sports avec un faible impact, tels que la natation, le bowling, la marche, le vélo ou le golf. Les sports déconseillés, eux, vont être des sports avec un impact important. Ça va être tous les sports de raquettes, de ballon, le baseball, le football, le jogging, le squash. Et entre les deux, nous avons les sports qui sont autorisés mais avec expérience. C'est-à-dire, ça va être les sports que les patients ont l'habitude de pratiquer avant leur intervention. Donc, on retrouve le ski, l'haltérophile, le patinage ou encore le pilate. Et on va proposer un retour au sport entre 3 et 6 mois à peu près. On préconise ça. Quels vont être les risques de la pratique du sport après une intervention de prothèse totale de hanche? Donc, il y a la luxation qui est la principale complication des prothèses totales de hanche. Donc, il y a une étude intéressante de Oliver qui compare deux groupes. Un groupe de patients pratiquant un sport à impact élevé versus un groupe pratiquant un sport à faible impact. Et il ne retrouve pas de différence significative entre ces deux groupes. Ces données sont assez similaires à celles de la littérature, qui ne mettent pas de lien entre la pratique du sport et la luxation. Concernant les fractures périprothétiques, il y a très peu d'études dans la littérature qui mettent en corrélation la pratique du sport avec les fractures périprothétiques. Les seules études qui analysent les facteurs de risque de fractures périprothétiques dans les prothèses de hanche mettent en cause plutôt l'âge, la mauvaise qualité osseuse de l'os. Alors, ça peut être dû à l'ostéoporose ou à d'autres maladies rhumatismales, mais en aucun cas la pratique du sport ou d'une activité intense avec, il n'y a pas de relation avec les fractures périprothétiques. En revanche, concernant l'usure du polyéthylène, une étude de 100 patients comparant les patients qui pratiquaient du ski avec ceux qui n'en pratiquaient pas montre qu'à 10 ans, il y a une augmentation importante d'usure dans le groupe pratiquant le ski. Ces résultats sont également confirmés par une étude d'Oliver qui compare les patients faisant un sport à fort impact avec ceux qui font un sport à faible impact. Et il retrouve qu'à 10 ans, le taux d'usure est multiplié par 2, ce qui est assez important. Et également qu'il y a une probabilité de révision à 15 ans qui est augmentée et qui n'est pas négligeable puisqu'elle est de 20% dans le groupe à fort impact comparé à 6,5% dans le groupe à faible impact. Donc, pour résumer, quel est l'impact du sport sur la prothèse? Donc, on a vu qu'il n'y avait pas trop d'impact sur la luxation et sur les fractures, mais en revanche, qu'il y avait une augmentation importante du risque d'usure du polyéthylène et une augmentation de la probabilité de révision à 15 ans, et donc une diminution de la survie de la prothèse à long terme. Que font réellement nos patients? Eh bien, la plupart des patients qui sont opérés, ils vont refaire du sport après leur intervention de prothèse, et même ils vont faire plus de sport qu'avant, souvent parce qu'ils sont soulagés de leur douleur et de leur raideur articulaire. Et ils vont faire quoi comme sport? Eh bien, ils vont faire du sport à faible impact, tel que la marche, le vélo ou la natation. En revanche, il va y avoir une diminution du nombre de sports pratiqués par chaque patient, une diminution du sport à impact important, et ils vont quand même avoir un niveau sportif post-opératoire qui sera inférieur à celui préopératoire. Et en règle générale, le retour au sport est de 21 semaines. Alors, quels sont les facteurs prédictifs du retour au sport? Eh bien, il y a l'activité sportive préopératoire, l'âge de la chirurgie, le sexe et l'indice de masse corporelle. C'est-à-dire qu'un homme jeune, sportif, sans surcharge pondérale, aura une probabilité d'un retour au sport après une prothèse totale de hanche qui sera plus élevée. Est-ce que l'évolution des techniques et des implants peut faire évoluer ces recommandations? Eh bien,
Le resurfaçage de la hanche, par exemple, est très prometteur car on retrouve une diminution du risque de luxation et de décèlement du fait de l'utilisation de têtes de gros diamètre et de couples métal-métal. Et les études ont montré qu'il y avait un retour au sport après la chirurgie qui était identique à ceux pratiqués avant et que même les sports à fort impact pouvaient être repris, comme par exemple le célèbre champion de tennis Andy Murray qui a eu un resurfaçage et qui a pu reprendre ses activités, ses compétitions sportives. Mais il y a quelques risques, les risques de fractures qui sont faibles, fractures du col, pardon, qui sont faibles, environ 1,5%, mais à chaque fois qu'il y a eu ces fractures, c'était du fait de problèmes au niveau de la pose lors de la chirurgie. Et il y a le relargage d'ion dû au couple métal-métal. D'autres alternatives sont le couple céramique-céramique qui est plus résistant et qui montre qu'il y a une diminution de l'usure et de l'ostéolyse à 10 ans. En revanche, la céramique est plus fragile et peut entraîner des fractures de l'implant en cas de choc important. Et donc, on peut déconseiller les sports à fort impact, le couple céramique-céramique pour les sports à fort impact. Une autre alternative est le polyéthylène hautement réticulé qui a une diminution du taux d'usure à 5 et 10 ans et qui évite les inconvénients des couples dur-dur, à savoir la fracture des implants et puis le relargage d'ion dû au couple métal-métal. Donc pour conclure, oui, le sport est recommandé après une prothèse totale de hanche car il est bénéfique pour le patient et il est bien toléré, mais pas tous les sports. Il faut éviter les sports à fort impact qui peuvent user la prothèse et diminuer la survie de la prothèse à long terme. Et il faut surtout adapter aux patients les implants et les techniques chirurgicales. Et un patient qui veut reprendre un niveau de compétition, on peut l'envisager, mais en utilisant certains implants et certaines techniques. Donc, on peut penser que dans le futur, les recommandations pourront évoluer et être moins contraignantes. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Cédric pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Moi, j'aurais peut-être une question, Cédric. Quelle est l'influence de la voie d'abord sur la reprise du sport? On sait qu'il y a des voies d'abord antérieures et postérieures de hanche. Est-ce que ça a une influence sur la reprise du sport, notamment chez le sujet jeune? Alors oui, je pense que la voie d'abord peut avoir une certaine influence, notamment la voie antérieure qui, on le sait, peut permettre une récupération plus rapide dans les premiers mois et donc un retour au sport plus rapide. Et certains sports qui peuvent avoir des positions luxantes, le fait de faire une voie antérieure peut diminuer ces positions luxantes lors de la pratique intensive. On a une question. Peut-on reprendre la marche active plus précocement avec le resurfaçage en comparaison aux prothèses standards? Alors, dans les deux cas, on peut reprendre la marche active, mais c'est vrai que les études montrent que le resurfaçage, on peut faire des sports qui seront avec un impact plus important, plus traumatique. Donc, ça peut être une bonne alternative. Mais dans les deux cas, on peut reprendre le sport, la marche intensive en tout cas. Merci beaucoup, Cédric. On va passer donc à la communication suivante, docteur Vinci Guerra, qui va nous dire si on peut reprendre le sport après prothèse de genou. Alors, je ne savais pas que c'était moi. J'arrive. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, alors bonjour à tout le monde. Alors attendez, là j'ai une petite erreur.
Bruno, pour revenir au début. Ça, je reviens à la première. Voilà, c'est bon. Ouais, voilà, impeccable. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie d'être tous là parmi nous. Je vais donc vous parler de la reprise du sport après prothèse de genou. Alors, c'est quelque chose de plus récent, c'est-à-dire qu'on n'a pas autant de recul, notamment par rapport à l'arthroplastie de hanche, en ce qui concerne le niveau sportif et les conséquences à long terme de pratiquer du sport. Toujours est-il que c'est tout à fait possible de reprendre du sport après une prothèse de genou. En effet, nous avons une qualité des implants à long terme qui le permet. Nous avons également un dessin des implants et une cinématique de ces implants qui permet également d'avoir un résultat fonctionnel et qui permet de pratiquer certains sports dans de bonnes conditions. La pratique du sport est également nécessaire car il s'agit d'une demande du patient. Nous avons des patients de plus en plus jeunes qui nous demandent effectivement si on peut encore pratiquer certaines activités sportives. Et surtout, à l'heure actuelle, le sport est recommandé, notamment pour un bon état général. Alors, peut-on faire du sport avec une prothèse de genou? Oui, parce que nous avons des implants qui sont de plus en plus fiables à long terme. Tous les registres le montrent. Nous avons des taux de survie à 20 ans qui sont quasiment à 100%. Cela est dû à la meilleure qualité du polyéthylène, avec des ancillaires également qui sont plus performants et qui évitent donc certaines mauvaises poses. Donc c'est vrai que les complications liées à des décèlements précoces sont plutôt rares. Nous avons également une modification du dessin des implants qui sont beaucoup plus congruents et qui évitent l'usure précoce, notamment du polyéthylène. Alors, l'amélioration des implants, elle passe par une meilleure conception des dessins, notamment une cinématique qui est beaucoup mieux reproduite. Nous avons également une multiplication des tailles avec des coupes osseuses qui sont économiques. Ceci entraîne un véritable resurfaçage du genou, donc arthroplastie, et ceci permet également un respect ligamentaire. Ceci est donc très important pour le résultat fonctionnel et la stabilité du genou lors de la pratique sportive. Nous avons également des techniques opératoires qui sont plus performantes, notamment avec la robotique qui permet de reproduire une kinématique assez ressemblante à l'état préopératoire. Donc tous ces éléments, longévité des implants, meilleure cinématique, concourent à une amélioration du résultat fonctionnel et permettent une pratique sportive d'un très bon niveau, en tout cas tout à fait acceptable. Alors, on a également dans notre panoplie chirurgicale un choix d'implants qui nous permettent d'adapter un implant à la pratique du patient, à savoir nous avons des prothèses qui conservent le ligament croisé postérieur, nous avons des prothèses à plateau rotatoire, nous avons également des prothèses unicompartimentales. Tout ceci nous permet donc d'améliorer l'indication opératoire par rapport à la pratique sportive. Alors, peut-on faire tous les sports? Quels sont les sports qui sont recommandés avec une prothèse de genou? Alors, là aussi, ce sont des notions. La pratique du sport sur une prothèse de genou on va dire, quelque chose d'assez récent. Alors, toutes les sociétés sortent des tableaux avec ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Je pense qu'il faut, à mon avis, raisonner différemment lorsque l'on met une prothèse de genou. En effet, la moyenne d'âge est encore assez élevée pour l'arthroplastie de genou. Elle est d'environ de 70 ans et donc il faut en fait raisonner par rapport à cette même tranche d'âge de personnes qui n'ont donc pas de prothèse de genou. Alors, que recherche une personne de 70 ans avec ou sans prothèse de genou? C'est surtout des sports de loisirs, à savoir la randonnée, le vélo, le golf, le ski, le tennis, mais également la course à pied. Donc, des patients de 70 ans font de la course à pied. Peut-on faire de la course à pied avec une prothèse de genou? Je pense que ceci est tout à fait possible, dans les limites du raisonnable, bien entendu, mais nous avons une qualité d'implant à long terme qui le permet. Alors, bien entendu, à 70 ans, on ne fait pas de sport pivot-contact, donc tous les sports collectifs ne sont bien entendu contre-indiqués. Alors, la demande en ce qui concerne la prothèse de genou s'est bien modifiée. Avant, le patient, ce qu'il voulait, c'était pouvoir marcher sans douleur. Maintenant, il en demande un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il est plus jeune et il souhaite poursuivre une activité sportive. Et surtout, la question qu'il va poser, c'est est-ce que cette prothèse va lui permettre de pratiquer son activité sportive qu'il faisait avant? Par exemple, le ski, docteur, est-ce que je pourrais pratiquer du ski avec une prothèse de genou? Bien entendu, la réponse est oui. Donc, il faut pouvoir répondre aux demandes des patients, notamment pour certaines pratiques sportives. Alors, nous, on a une spécificité locale dans le Pays Basque. En effet, nous avons une population
qui certes vieillit, comme toute la population française, mais pratique beaucoup de sports, et notamment des sports qui en demandent beaucoup au niveau des genoux, à savoir le ski, la randonnée en montagne, le surf, la pelote. Peut-on encore pratiquer ces activités sportives? Bien entendu, on peut le faire avec une prothèse de genou, mais il y aura certaines précautions à prendre et certaines spécificités à tenir compte. Alors, d'abord, il faut adapter, je pense, l'implant à l'âge et à l'activité du patient. S'il s'agit d'un sport pivot, ski, pelote par exemple, il faudra privilégier la prothèse unicompartimentale si le patient est jeune et si on a une atteinte isolée du compartiment interne. Par contre, si le genou est très abîmé avec atteinte sévère, je pense que la prothèse à plateau rotatoire est une solution qui paraît intéressante. Par exemple, dans d'autres cas, comme le sport en haute montagne, que l'on pratique beaucoup ici, je pense qu'il faut dans ce cas proposer des implants qui conservent le ligament croisé postérieur. En effet, cette conservation permet d'éviter les contraintes très importantes sur la patella, notamment dans les descentes. Après, il faudra proposer à ces sportifs une réadaptation un petit peu spécifique. Bien entendu, la rééducation devra être adaptée à l'activité sportive. On peut prendre l'exemple du surf, où il y a des mouvements qui sont assez violents au niveau du genou. Il faut se mettre accroupi, il faut se mettre à genoux, il y a le take-off. Et donc, je pense qu'avant de reprendre une activité sportive de ce type, il faut pouvoir bénéficier d'une rééducation qui sera, bien entendu, adaptée à l'activité sportive. Il faut bien entendu, pour ces sports que je viens de citer dans le Pays Basque, un niveau sportif préopératoire qui soit évidemment plutôt excellent. En effet, je pense qu'il est déraisonnable de proposer à un patient qui n'a jamais fait de ski de se lancer dans du ski avec une prothèse de genou. Il faudra donc savoir tempérer les ardeurs. Et en conclusion, on peut donc considérer qu'avec une prothèse de genou, à l'heure actuelle, on peut pratiquer du sport. Bien entendu, plutôt du sport de loisir. On n'a pas les reculs suffisants comme la prothèse de hanche pour savoir si on peut faire des activités à un très très haut niveau. Je pense que l'exemple de Murray est absolument impossible au niveau d'une prothèse de genou, c'est beaucoup trop compliqué. Il faudra tenir compte, bien entendu, de l'activité sportive préopératoire dans l'indication d'une prothèse de genou. Il faut savoir que le sport devient une motivation pour la pratique, pour l'intervention. Donc le sport est une motivation. On a souvent la question, par exemple pour le surf, docteur, j'ai du mal à marcher, mais j'ai du mal à faire du surf. Moi, ce que je veux, c'est de pouvoir refaire du surf. Est-ce qu'on peut refaire du surf avec une prothèse de genou? Marcher ne m'intéresse pas. Je pense qu'il faut pouvoir poser et réfléchir et dire oui dans certains cas. Après, il faudrait bien entendu adapter la technique opératoire, la réadaptation et le choix des implants par rapport à la pratique sportive souhaitée et réalisée. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Donc, on a une question sur les implants. Est-ce qu'on a les mêmes résultats après une unicompartimentale ou une prothèse totale de genou concernant la reprise du sport? Alors, non, on n'a pas les mêmes résultats parce que je pense que d'abord, ce n'est pas, comment dirais-je, indiqué pour tous les mêmes patients. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut raisonner par rapport aux résultats fonctionnels, non pas par rapport au sport, mais par rapport au type d'implant, à savoir entre la prothèse totale et la prothèse unicompartimentale. Et bien entendu, au jour d'aujourd'hui, la prothèse unicompartimentale a un meilleur résultat fonctionnel qu'une prothèse totale. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on conserve le ligament croisé antérieur, et ce qui est un atout, je pense, sur la pratique des sports, notamment des sports pivots. On a une question sur les mouvements de brasse en natation. Est-ce qu'ils posent un problème après une prothèse totale de genou? Alors, il semblerait que oui, mais moi, j'ai vu les deux cas. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui me disent « je ne peux plus faire de la brasse » et d'autres qui arrivent encore à faire de la brasse. Donc, je pense que ce n'est pas interdit. À mon avis, ça modifie un peu les sensations, mais on peut pratiquer toutes sortes de nages avec une prothèse totale. Très bien. On a une dernière question de Thibaut. Alors, parmi les structures tissulaires conservées dans les PTG, quelles sont les plus importantes pour la reprise du sport? Donc, vous avez déjà répondu à ça. La capsule est-elle conservée? Si oui, sa bonne cicatrisation est-elle importante pour la reprise? Alors, bien entendu, comme Jérôme, tu le sais, je veux dire, on est très, très conservateur dans une prothèse de genou, donc on conserve tous les éléments capsulaires, ligamentaires. Les seuls sacrifices que l'on fait, c'est le ligament croisé antérieur, notamment pour une prothèse totale, voire le ligament croisé postérieur.
Disons que le maximum de sacrifices que l'on fait sur une prothèse de genou, ce sont les ligaments croisés. En dehors de ces deux ligaments, on conserve tout est conservé, l'appareil capsulaire, les ligaments latéraux, et bien entendu l'appareil extenseur. Donc il y a vraiment une conservation, c'est vraiment de l'arthroplastie. Je pense que la prothèse de genou, au jour d'aujourd'hui, c'est de l'arthroplastie, c'est-à-dire que c'est un resurfaçage articulaire en préservant un maximum d'éléments stabilisateurs. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la communication suivante. Donc c'est la mienne. Alors, vous voyez mon écran là? Oui, oui, parfaitement, Jérôme. Ok, merci. Bien, donc on va parler des critères de retour au sport après chirurgie du ligament croisé antérieur. Vous savez que c'est un sujet à la mode. Il y a une profusion de littérature à ce sujet. On va essayer de synthétiser ces informations et témoigner des critères que l'on utilise pour la reprise du sport chez nos patients. Vous savez que l'objectif d'une reconstruction du ligament croisé antérieur est de restaurer la stabilité et la fonction du genou pour permettre à notre patient de reprendre son activité sportive. Et sur un plus long terme, il y a un rôle de protection sur l'articulation. Alors, quels sont nos résultats? Concernant la stabilisation et la fonction du genou, les résultats sont bons puisque 90% de nos patients obtiennent un score IKDC A ou B, c'est-à-dire un genou normal ou subnormal qui permet en tout cas de reprendre les activités sportives. Et le taux d'échec, qu'on peut appeler le taux de rupture de greffe, est de l'ordre de 5% dans la population générale. Eric Laboutte avait publié ça dans le KSSTA en 2017. Intéressant de noter que la rupture apparaissait en moyenne 10 mois après la chirurgie, ce qui est assez tôt après la rééducation. Le taux de rupture contralatérale est de 3 à 5% et ça a également un intérêt. Dans la population à risque, donc on appelle population à risque les patients jeunes qui font des sports de pivot, qui peuvent avoir des anomalies morphologiques ou constitutionnelles type les hyperlaxes, le taux d'échec et de rupture est bien plus élevé, il peut aller jusqu'à 20%. Et Julian Feller avait publié dans la JSM en 2016 18% de re-rupture au dernier recul chez les patients de moins de 18 ans. Là aussi, près de la moitié des ruptures avaient lieu la première année. Également, à noter le taux de rupture contralatérale qui était important dans cette série, ce qui nous amène à voir que 35% des patients avaient une nouvelle chirurgie pour rupture du ligament croisé antérieur, qui soit sur la greffe qui avait été posée ou au niveau du côté contralatéral. Donc attention à ces populations à risque. Qu'en est-il du retour au sport? Claire Arden, dans sa méta-analyse, avait montré que 82% des participants finalement retournent à certains sports, donc avec plus ou moins de contraintes, 63% retournent au niveau prélésionnel et moins d'un sur deux retournent à un sport de compétition. On voit qu'il y a une inadéquation entre ces chiffres et les résultats de nos jeux, avec l'IKDC des genoux qui ont des scores fonctionnels qui a priori sont adaptés à la reprise, mais on voit que ça ne se traduit pas forcément en termes de retour au sport. Chez les athlètes de haut niveau, les valeurs diffèrent en fonction des sports bien sûr, mais 75% des athlètes reprennent le sport au niveau qu'ils avaient. Ils ont toutefois des carrières qui sont plus courtes. Là aussi, c'est une donnée qui est intéressante. Et 12% de rupture itérative. Quand on voit dans le football, 94% des athlètes reprennent. C'est un chiffre très élevé, mais il y a une demande qui est différente. À noter que dans cette même étude, 65% jouaient au même niveau à 3 ans. Donc vous voyez qu'on les fait reprendre rapidement, mais peut-être qu'ils le payent les années suivantes. Dans les sports très contraignants, type le foot australien, le taux de retour au sport est plus bas, de 77%, et aux alentours de 80-85% dans les ligues américaines. Donc on voit qu'il y a une nécessité d'optimisation du suivi post-opératoire et d'amélioration pour permettre aux patients de retourner au sport avec une meilleure assurance et de meilleurs taux. Le consensus de Berne en 2016 a permis d'améliorer, en tout cas d'ouvrir l'esprit sur une prise en charge plus globale du patient, en intégrant les facteurs physiques, psychologiques et sociaux qui interagissent entre eux et qui ont une influence sur la fonction et sur la performance fonctionnelle, et bien sûr qui influencent le taux de retour au sport. Il faut ainsi tourner la page, et ce schéma de Dean Jonen dans SportsMed traduisait bien le changement de philosophie qu'il faut adopter entre une approche traditionnelle à gauche qui est basée uniquement sur des critères temporels centrés sur l'articulation du genou,
à une approche optimisée qui va inclure les facteurs biopsychosociaux. Elle doit être basée sur des critères, elle doit être multifactorielle, intégrer la notion de récupération neuromusculaire, intégrer l'ensemble du patient et pas uniquement son genou. Elle doit être également, bien sûr, personnalisée et rentrer dans le cadre d'un chemin que le patient doit comprendre avec des étapes, des objectifs à atteindre et qu'il puisse anticiper le suivi de son opération. Également, cette prise en charge, elle est bien sûr multidisciplinaire et personnalisée et je pense que c'est important. Donc, quels critères utiliser pour autoriser notre patient à repartir sur les terrains? Donc, la phase post-opératoire, c'est assez codifié. Les 3 premiers mois sont une phase de rééducation. La phase de 3 à 6 mois est plutôt la phase de réathlétisation avec une reprise de la course à pied au 3e mois. Et cette phase des 6 mois, on entend dire qu'un croisé, c'est 6 mois. Cette phase des 6 mois, c'est une phase dangereuse, on le verra après. Beaucoup laissent leur patient reprendre au 6e mois. Finalement, sans avoir utilisé beaucoup de critères, il nous semble que la phase de reprise du sport en sécurité, elle est plutôt après cette période de 6 à 9 mois, après une préparation à la reprise. Et quand on parle de retour au sport, on ne parle pas de retour sur le terrain, il y a encore là aussi des phases. Il y a d'abord une reprise du sport sans contact, puis après une reprise avec contact, et finalement une reprise en compétition. Donc, quels critères sont utilisés dans la littérature? On voit ce travail de Noyes. Il trouvait sur 716 études que finalement 40% n'utilisaient pas des critères du tout. 32% utilisaient uniquement un critère temporel des fameux 6 mois. Et seulement 13% avaient des critères objectifs qui évaluaient la force musculaire, les sauts ou ces différents tests dont on va discuter. Ce critère temporel de 6 mois, on voit que la littérature est à l'encontre de ce critère unique. Vous voyez ce travail de Becher qui montre qu'il y a 7 fois plus de risque de re-rupture si on a une reprise avant le 9e mois. Vous voyez la courbe bleue, qui est une courbe de survie qui montre le taux de re-rupture chez les patients qui ont repris avant 9 mois en bleu, et en orange, ceux qui ont repris après 9 mois, la différence est assez flagrante. Ce travail de Grindem qui montrait que pour chaque mois de retour au sport retardé, à partir du 6e mois jusqu'au 9e mois après la reconstruction du croisé, le taux de nouvelles lésions du genou était réduit de 51%. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres importants. Et ce travail également d'une équipe française qui trouvait que le taux de réussite des tests à 6 mois, les tests objectifs, était de 18%. Donc, il y a une nécessité de critères objectifs. On ne peut pas rester sur cette date des 6 mois isolés. Ces critères, maintenant, ils font partie de toutes les recommandations et ils ont été édités par différentes sociétés savantes. Je vous montre ce tableur d'un travail de Grindem dans BJSM qui retrouvait que ceux qui échouaient à passer les critères de retour au sport avaient un taux de nouvelles lésions du genou bien plus élevé que ceux qui passaient ces tests de retour au sport qui sont matérialisés par la ligne discontinue. Donc alors, quels critères utiliser? Alors, on travaille sur 5 axes. Vous savez que c'est quelque chose de très discuté. Il y a énormément de tests. Nous, on travaille sur ces 5 axes. Donc, l'examen clinique, la mesure de la force musculaire par les tests isocinétiques, la mesure de la performance neuromusculaire, l'analyse des différents scores fonctionnels et l'évaluation psychologique, quelque chose de très important, nous le verrons. Dans l'examen clinique, à 6 mois, on espère avoir un patient qui a un genou qui a des mobilités articulaires complètes, un genou sec, sans laxité et sans douleur. C'est quand même le prérequis avant d'autoriser toute reprise d'activité sportive. Ensuite, on va tester la force musculaire à travers les tests isocinétiques. Donc, ça consiste à mesurer la force musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers et de les comparer au côté contralatéral. On espère avoir une différence de moins de 10% dans ce contexte. On peut également comparer le ratio entre la force du quadriceps et des ischio-jambiers et le comparer au côté contralatéral. Les tests isocinétiques sont intéressants, mais on a vu qu'ils ne peuvent être isolés finalement pour autoriser la reprise des sports. Ensuite, on va s'intéresser aux performances neuromusculaires. Donc, il y a différents tests que je vous montre là. On parle des tests de proprioception et bien sûr des HOP tests. L'idée est de voir la progression du patient à travers le temps. Ce sont des tests qui sont faits de manière répétitive et on compare la performance avec le côté contralatéral. On espère là aussi qu'il y aura une différence de moins de 10% avec le genou serré. Ce travail de Davis en 2020 qui montrait que les HOP tests, donc les tests de saut, évoluaient avec le temps. Et ça, c'est très intéressant. Ça en fait un marqueur très intéressant dans le suivi. C'est-à-dire qu'on peut se positionner en fonction notamment des autres patients pour savoir où notre patient en est, s'il y a encore un potentiel
de progression. On sait que ces hop-tests sont corrélés à la récupération musculaire notamment, qu'ils ont un rôle intéressant. Dans les conclusions de ce travail, il y avait aussi une notion qui peut être intéressante pour nous, c'est que finalement, ils sont corrélés entre eux et donc deux hop-tests devraient suffire, il n'est pas forcément nécessaire de tous les faire. En fait, l'analyse vidéo, elle rentre dans le contexte de la performance neuromusculaire. Elle rentre à la fois pour le thérapeute, mais aussi pour le patient. Vous voyez, ce patient, par exemple, qui a un valgus dynamique avec un effondrement du médio-pied, clairement, il va falloir travailler, il n'est pas prêt pour la reprise du sport. La réception du saut est quelque chose de très important à analyser. Vous voyez, cette patiente qui a une meilleure réception, beaucoup plus stable, probablement plus avancée dans sa rééducation. Ensuite, avec les nouvelles... pardon, on va faire l'acquisition des scores fonctionnels à travers les nouveaux systèmes, les nouveaux logiciels qu'on utilise. On discute avec les patients, on sait avec des logiciels modernes maintenant. On utilise celui d'Artrex pour demander aux patients de remplir les scores fonctionnels, donc ils reçoivent des questionnaires au domicile, et on va avoir la valeur de ces scores. Après, quand on le reçoit en consultation, au 6e mois ou au 9e mois, on espère en tout cas avoir une valeur supérieure à 85% dans les différents scores pour l'autoriser à reprendre. Enfin, il y a l'évaluation psychologique. Donc, on en parle peu. C'est Kate Webster qui a développé ce questionnaire du SIL-RSI. Elle travaille à Melbourne, c'est un service dans lequel j'ai travaillé. Donc, je sais à quel point ce score est important pour la reprise du sport. On autorise une reprise du sport si ce score est supérieur à 62. C'est quelque chose de très important parce que ce critère psychologique, il est en fait indépendant. On s'en est rendu compte des scores fonctionnels et des critères physiques. C'est une composante qui est différente. On peut avoir un genou sec avec de très bons résultats en proprioception et en iso cinétique et finalement avoir un score SIL-RSI moyen. Il faut savoir que le traumatisme ligamentaire peut rester ancré dans le vécu du patient et certains auront besoin d'un soutien psychologique dans ce contexte. Il faut savoir les démasquer, en tout cas pour leur permettre une reprise du sport avec une certaine sécurité. Donc, passer les tests, ça marche, ça permet de diminuer le risque de rupture de greffe de 60%. C'est ce qui avait été publié dans ce travail. Toutefois, il ne faut pas oublier le rôle de la prévention, et c'est le dernier axe dans le post-opératoire, c'est quelque chose de très important pour diminuer le taux de re-rupture, mais également le taux de rupture contralatérale, comme on a vu dans les premières études. Il y a plusieurs programmes qui existent, le programme FIFA 11 est le plus connu, et bien sûr, c'est quelque chose à mettre en place, à discuter lors de la reprise du sport. Enfin, il y a ce travail qui a été publié en 2020, qui me semble très intéressant, puisqu'on voit que l'adhésion du patient au protocole de rééducation va conditionner le taux de retour au sport. On voit que les patients qui ont une forte adhésion, la colonne de droite, ont un taux de retour au sport de près de 90%, et ceux qui n'adhèrent pas ou faiblement ont des taux de retour au sport de l'ordre de 50%. Donc l'approche optimisée, qui tient compte de tous ces facteurs biopsychosociaux, elle doit être pluridisciplinaire en collaboration avec les médecins du sport, les rééducateurs, les kinésithérapeutes, les entraîneurs également, en fonction du sport qui est réalisé. Elle doit être transversale, personnalisée, c'est un point important. On doit éduquer le patient. Je pense qu'il est intéressant et important de lui dire le chemin qu'il va avoir après l'opération, avec les différentes étapes et différents objectifs pour qu'il puisse anticiper et adhérer au projet. Elle doit être périodisée, basée sur des critères et ne pas oublier la place de la prévention. Donc pour nous, le retour au sport, c'est d'abord quelque chose de pluridisciplinaire et il sera réalisé quand l'homéostasie articulaire complète sera retrouvée, une force musculaire quasi comparable au côté contralatéral, une performance neuromusculaire quasi comparable au côté contralatéral également, des scores fonctionnels hauts et un score psychologique SIL-RSI supérieur à 62. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous aurez toutes ces informations sur le site internet également d'Arthropol. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Jérôme, alors, il y a plusieurs questions. Tu es déjà dans le chat si tu veux regarder. Une question de Marc. Alors, chirurgie versus traitement conservateur avec nouveau concept d'orthèse. Oui, c'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler actuellement. Alors, il y a très peu d'études sur ça. On s'interroge un petit peu sur la raideur articulaire qu'on obtient avec ces orthèses. Je sais qu'il y a un concept d'orthèse dynamique qui a été développé. À voir. Pour l'instant, la littérature n'a pas montré que c'était forcément supérieur. On a des traitements conservateurs à type de réinsertion du ligament croisé antérieur.
avec là aussi, c'est en cours d'évaluation, mais avec des résultats assez encourageants pour le moment. Alors, est-ce que le type de chirurgie influence la reprise du sport? Alors, je pense qu'on parle de greffe ici. Vous savez qu'il y a plusieurs types de greffes. Il y a la greffe avec le tendon rotulien, donc, qui est une partie de l'appareil extenseur, qui va effectivement avoir des conséquences. Une greffe qui est un petit peu plus douloureuse pour les patients, avec des reprises au sport qui, dans la littérature, sont retrouvées un petit peu plus retardées. Toutefois, ça a aussi son avantage avec des greffes qui donnent une stabilité un tout petit peu supérieure et un taux de rupture qui est légèrement inférieur. Donc, le type de chirurgie influence la reprise du sport probablement en termes de délai, mais en tout cas, sur le dernier recul, à 2 ans, ce qu'on voit, c'est que, quelle que soit la greffe qui est utilisée, le taux de retour au sport est le même. À noter qu'on a un petit peu plus de re-rupture avec les greffes aux ischio-jambiers que les greffes au tendon rotulien. Je vois une question aussi, durée de rééducation pour hanches, épaules et genoux avant la reprise du sport. Une question de Pat et son iPad. Donc, c'est une question un petit peu plus générale. Donc, on a discuté pour la reprise du sport, la durée de la rééducation, mais c'est jusqu'à ce que les patients passent les critères de retour au sport. Donc, c'est aux alentours de 9 mois pour nous, en sachant que les 6 premiers mois sont un petit peu plus stricts et après, c'est surtout de l'autorééducation avec le kinésithérapeute et les séances plus espacées. Alors, que pensez-vous d'une rééducation préopératoire est-elle indispensable? Alors oui, on le fait. Ça a été bien démontré maintenant que la rééducation préopératoire améliorait les scores post-opératoires. Donc oui, elle fait partie de notre traitement maintenant. Donc je pense qu'on va passer peut-être... Ouais. Il est presque 7 heures, donc je propose de passer à la présentation. On va passer à la dernière communication avec le docteur Lemoine qui va nous parler de la reprise du sport après chirurgie de ligamentoplastie de cheville. Vous m'entendez? Vous voyez mon écran ou non? On t'entend. On ne voit pas ton D'accord. écran. Et l'écran, vous ne l'avez pas? Ça y est. Il est là. C'est en ligne. C'est bon pour vous? Oui. Très bien. Donc oui, j'ai la lourde tâche de vous parler de la reprise du sport après l'instabilité de la cheville opérée. Donc c'est vraiment un grand écart par rapport à la chirurgie du ligament croisé antérieur où pour le ligament croisé antérieur, c'est quelque chose qui commence à être vraiment bien codifié, alors que vous allez voir qu'au niveau de la cheville, c'est encore quelque chose qui est relativement en friche. Alors, donc vous savez que l'entorse de la cheville, c'est une pathologie extrêmement fréquente qui encombre très régulièrement les services des urgences. Vous savez également que ça a un spectre et des formes de gravité qui sont très très variables, c'est-à-dire que ça va vraiment du petit bobo qui va passer en 3 jours à l'entorse grave dont on aura vraiment du mal à se passer. Le diagnostic précoce est souvent assez difficile dans la mesure où on a des patients qui se présentent avec une impotence fonctionnelle, avec un œdème et des douleurs, ce qui n'est pas spécifique d'une entorse de la cheville. Donc attention en urgence au diagnostic différentiel et on peut s'aider de l'anamnèse et demander au patient le mécanisme de son traumatisme pour faire le diagnostic différentiel, par exemple d'une fracture dans le cadre d'une chute d'un lieu élevé. Donc bien sûr, dans les entorses de cheville, l'évolution est le plus souvent favorable, mais il y a certains cas où c'est quand même la source d'une instabilité qui va devenir chronique. Donc difficile de parler de l'instabilité de la cheville sans faire un petit rappel anatomique. Donc vous avez ici sur la vue de gauche une cheville gauche en vue antérieure où on voit donc le talus, la fibula et le calcanéum. Vous avez les 2 ligaments principaux qui sont le ligament talofibulaire antérieur qui est en 3 et le ligament calcanéofibulaire qui est en 4-5. Une vue à droite où on a un petit peu la même vue, où on a toujours le ligament talofibulaire antérieur qui est en 6. Le ligament calcanéofibulaire n'est pas visible parce que là, les tendons fibulaires ont été laissés en place et le ligament est en dessous. Et autre chose qui est importante sur cette vue, c'est le rétinaculum des extenseurs qu'on va parfois utiliser pour réparer les lésions ligamentaires.
Donc classiquement, en France notamment, la stabilisation de la cheville faisait appel à une ligamentoplastie qu'on appelait la ligamentoplastie de Castin, qui utilisait tout ou partie du cours fibulaire de façon à reconstruire deux ligaments qui n'étaient pas vraiment anatomiques, mais qui étaient un peu dans la bisectrice des deux ligaments talofibulaires antérieurs et calcanéofibulaires. Donc, c'est une technique qui a été réalisée à ciel ouvert, donc avec bien sûr des lésions des mécanorécepteurs, une rééducation parfois difficile et une rançon cicatricielle, même parfois embellie, qui était quand même bien présente. Donc là, depuis plus récemment, l'arthroscopie a pris vraiment son envol, grâce notamment au progrès de ce qui avait été fait dans l'épaule et le genou. Donc là, le dernier numéro de KSSTA au mois de janvier était un numéro complet sur l'arthroscopie de la cheville, sachant que si on avait fait la même chose sur le genou, ça aurait pris plusieurs tomes. Donc c'est pour ça que la cheville, c'est quand même quelque chose qui est encore très en retard par rapport au genou. C'est pour ça que c'est beaucoup moins détaillé finalement. Donc l'arthroscopie permet vraiment une précision importante de l'évaluation des lésions. Ça reste mini-invasif et ça permet de faire des reconstructions qui sont beaucoup plus anatomiques que la ligamentoplastie de type Castin. Pour vous illustrer donc, les progrès qui ont été faits, donc ça c'est la mise en place d'une encre osseuse qui va permettre la réinsertion des ligaments. C'est quelque chose qui est miniaturisé, qui s'est développé grâce au genou et à l'épaule. Là, pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, le calibre du petit trou qu'on a fait, c'est 1,6 mm. Donc c'est quelque chose qui est très mini-invasif et qui, malgré tout, offre vraiment des bonnes capacités de réinsertion. Maintenant, on peut parler de l'anatomie arthroscopique. Donc, vous voyez sur l'image de gauche qu'en fait, on arrive quasiment à explorer l'ensemble du compartiment antérieur de la cheville par simplement deux voies d'abord. Souvent, on fait une voie d'abord antéromédiale et une voie d'abord antérolatérale. Donc, l'image qui est importante à voir, c'est vraiment celle-ci, où on a la joue latérale du talus avec donc la face médiale de la malléole latérale. Donc à ce niveau-là, on voit le ligament tibio-fibulaire antérodistal qui est un repère important parce que quand on va le suivre, on va tomber sur l'insertion du ligament talofibulaire antérieur qui est ici. Donc ça aussi, en deux, vous avez une image importante à mémoriser, c'est-à-dire qu'on a ici donc toujours la joue latérale du talus, ici la face médiale de la malléole latérale, et on voit qu'il y a des insertions tendineuses qui sont tendues comme un hamac entre la fibula et le talus en avant. Donc sur une vue anatomique, on voit bien de nouveau ce fameux ligament talofibulaire antérieur qui a une insertion commune avec le ligament talofibulaire antéro-inférieur. Là, voilà ce qu'on va retrouver dans nos arthroscopies. Donc, c'est la même image que je vous ai montrée tout à l'heure avec une bonne insertion du ligament talofibulaire antérieur. Ça, c'est une image d'une cheville instable où on est frappé par en fait, l'inflammation qui se trouve dans la cheville, qui montre que l'instabilité chronique crée une synovite qui ne nous permet pas de dégager le ligament talofibulaire antérieur. Une fois qu'on l'a dégagé à l'aide du shaver qu'on voit ici, on se trouve donc sur ce ligament qui est moins bien défini, qui est épaissi, et surtout avec une face antérieure de la fibula qui est glabre, ce qui montre que par rapport à ici, vous voyez que le ligament n'est plus inséré, et c'est pour ça qu'il ne peut plus remplir son rôle. Donc en pratique, dans ce cadre-là, l'intervention qui est un petit peu référence actuellement, c'est la réinsertion du complexe ligament talofibulaire antérieur, ligament calcanéofibulaire, qui a été décrite au départ à ciel ouvert par Broström, qui est maintenant réalisée sous arthroscopie. C'est ce que je vais vous illustrer ici. Donc voilà, donc on est toujours sur une cheville droite où on voit toujours la face latérale du talus, la malléole latérale qui est glabre, donc qui n'a plus d'insertion ligamentaire, et en dessous le ligament talofibulaire antérieur qui se continue en arrière et qu'on ne voit pas par le ligament calcanéofibulaire.
Donc l'intervention va consister à aller libérer ce ligament qui est désinséré, distendu et en mauvaise position, et d'aller le rattacher, le retendre, à la fois le retendre et le relever, pour le remettre sur l'encre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc une fois que la réinsertion est faite, on n'a quasiment plus accès à l'articulation parce que justement le ligament talofibulaire barre la route et permet de montrer qu'on a stabilisé la cheville. Donc en plus de cette réinsertion, on utilise une plastique d'augmentation où on va utiliser le rétinaculum des extenseurs pour pouvoir le réinsérer à la face antérieure de la cheville. Donc ça, c'est fait pas par une arthroscopie à proprement parler, dans la mesure où on n'est pas dans l'articulation, mais par une endoscopie, parce qu'en fait, on est en sous-cutané finalement. Donc c'est pour ça que les images sont beaucoup moins parlantes. Donc on voit ici, on a une sorte de pince qui va nous permettre de passer au travers du rétinaculum qu'on aura saisi, deux fils que vous voyez ici, puis de réinsérer en avant ce rétinaculum qui va renforcer la réinsertion qu'on aura réalisée. Donc les indications, aussi bien pour les réparations du ligament croisé antérieur, c'est quelque chose qui est bien codifié. Pour la cheville, c'est encore quelque chose qui est moins codifié, dans la mesure où on parle en général d'un délai de 6 mois de rééducation après le traumatisme initial, d'une 50aine de séances au moins. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est un petit peu empirique, il n'y a rien qui soit vraiment complètement démontré. On a vraiment besoin d'avoir une imagerie vraiment précise, surtout une imagerie qui soit dynamique, souvent une échographie, réalisée par un référent qui doit vraiment nous expliquer quel est le degré de préservation du ligament, si le ligament a encore une bonne trophicité, s'il est rétracté ou s'il n'est pas rétracté, s'il est désinséré de la fibula, comme c'est le cas dans la plupart des cas, ou si c'est désinséré du talus. Donc, en fonction de ça, on a deux solutions chirurgicales sous arthroscopie. Donc, on a soit en A, la réalisation d'une ligamentoplastie comme au genou, où on va aller chercher le gracilis pour pouvoir reconstruire les ligaments talofibulaires antérieurs et calcanéofibulaires, ou dans les cas les plus favorables, chez les patients qui sont plutôt plus jeunes, qui ne peuvent pas reprendre le sport après un traumatisme et qui sont souvent plus douloureux d'ailleurs qu'instables, on peut utiliser la technique de Broström-Gould que je vous ai illustrée. Donc les suites, là encore, c'est quelque chose qui est vraiment très mal codifié, vu que c'est une chirurgie relativement récente. Donc c'est quelque chose qui est complètement empirique encore. Donc les chirurgiens de la cheville s'accordent pour faire ça, mais ça a quand même beaucoup de limites. Donc en post-opératoire, on utilise l'appui immédiatement sous couvert d'une botte de décharge. On relaie cette botte par une orthèse de type entorse de cheville qui va permettre les mouvements de flexion-extension. On utilise théoriquement la rééducation en post-opératoire immédiat, mais en essayant de limiter la flexion plantaire de la cheville, car le rétinaculum fibulaire n'est pas tout à fait isométrique, et en flexion plantaire, il y a des tractions qui peuvent être un petit peu trop importantes sur ce rétinaculum. La reprise du sport avec la course en ligne doit se faire théoriquement au 2e ou au 3e mois, et la compétition au 4e mois. Mais c'est quelque chose qui est vraiment complètement, ça ne fait pas l'objet d'un consensus, et c'est très important, comme le dit le docteur Murgier, d'arriver à travailler en équipe pour pouvoir confirmer les indications, bien sûr, et également pouvoir doser la reprise du sport de façon progressive. Donc la réinsertion, comme je vous l'ai montré, c'est quelque chose qui est très efficace, mais qui n'est malheureusement pas adapté à tous les cas. Et on aimerait pouvoir dire que ça prévient l'arthrose de la cheville, même si on n'a pas encore de publication pour nous le prouver. Donc effectivement, on voit que la cheville est très en retard sur le genou, où tout est bien codifié. Au niveau de la cheville, il n'y a pas vraiment encore d'évaluation stricte. Donc à nous de travailler pour pouvoir créer ces critères-là, et surtout d'échanger entre médecins, rééducateurs, médecins du sport, chirurgien, pour pouvoir avancer sur les protocoles. Donc, je vous remercie. Bien, merci Stéphane pour cette présentation. Alors, on a deux questions. Une par Marc, chirurgie du ligament talofibulaire antérieur et bassé, point d'interrogation. Alors,
Le basset, donc c'est le ligament tibio-fibulaire distal. Donc c'est ce ligament qui est tendu en avant de l'articulation. Donc c'était celui qu'on accusait d'être conflictuel dans les conflits antérieurs de la cheville, mais ça c'est en train d'être quelque chose qui est remis en cause dans la mesure où le conflit est certainement une instabilité chronique qui ne dit pas son nom. Donc en pratique, ce ligament-là, dans la plupart des cas, on n'y touche pas parce qu'en fait, on pense que la stabilisation de la cheville va permettre de régler le conflit et on n'a pas besoin d'aller retirer ce ligament qui demande rien à personne. Une deuxième question de Philippe. Qu'en est-il des lésions du ligament talofibulaire antérieur, souvent associées dans les entorses externes de cheville? Alors, donc, le ligament talofibulaire antérieur? Antéro-interne, oui. Oui, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que c'est celui dont j'ai dit qu'on réinsérait avec le... Bon, donc, oui, c'est la technique. Non, Peut-être une question, Stéphane. Quelles sont tes indications entre réinsertion et ligamentoplastie? Alors, donc, effectivement, donc souvent les réinsertions, c'est plutôt les patients qui sont plutôt jeunes et qui ont eu plutôt pas trop d'épisodes douloureux, d'épisodes d'entorse, pardon. Et c'est surtout aussi quand on arrive à pouvoir confirmer que le ligament a encore une bonne trophicité et qu'il est désinséré de la fibula. Après, les ligamentoplasties, c'est souvent les entorses qui sont plus vieillies avec des patients qui se plaignent plus d'instabilité que de douleur, alors qu'effectivement, les patients qui bénéficient de réinsertion ont plus de douleur que d'instabilité. Donc, en règle générale, c'est plutôt deux tableaux. Les patients de 18-20 ans là, qui sont plutôt jeunes avec des douleurs à la reprise du sport, ceux-là bénéficient vraiment de réinsertion avec de très bons résultats. Et plus tard, les patients qui sont plus âgés, autour de la trentaine, voire de la quarantaine, où là, il n'y a plus du tout de ligament résiduel, où on est obligé de faire une ligamentoplastie avec un gracilis comme au genou. D'accord, merci. Une dernière question, parce qu'après, il va falloir qu'on arrête, on est un petit peu en retard. Est-ce que tu as des données sur le taux d'échec de reprise du sport ou de rupture ou d'instabilité résiduelle après les réinsertions notamment? Alors, honnêtement, c'est ça, c'est qu'on est très très en retard sur la chirurgie du genou, parce qu'en fait, vraiment, c'est une chirurgie qui est récente. Je pense que le ligament croisé antérieur, ça doit faire une trentaine, si ce n'est une quarantaine d'années qu'on en réalise ces interventions, alors que pour la cheville, là, en pratique courante, ces interventions de réinsertion ligamentaire, je pense que ça doit faire moins de 5 ans qu'elles sont réalisées de façon courante par plusieurs chirurgiens. Donc, c'est pour ça qu'on est très très en retard et finalement, on n'a pas beaucoup d'idées de tout ça et il faut qu'on avance et qu'on publie pour pouvoir confirmer notre bonne sensation clinique où les patients qu'on voit sont en règle générale très satisfaits de ce type de réinsertion. Bien, dernière question, c'est vraiment la dernière. Utilisez-vous des critères pour la reprise du sport? C'est ça, c'est qu'en fait, ces critères-là, ils sont encore à définir, parce qu'effectivement, aussi bien pour le genou, ça commence à être bien codifié. Là, pour la cheville, c'est ça, c'est que c'est un peu empirique et c'est vraiment le dialogue entre le chirurgien, le médecin du sport, l'entraîneur, le kiné, pour qu'on puisse envisager la reprise en fonction de l'évolution. Mais bon, c'est vrai que c'est pas raisonnable de faire ça, de reprendre avant 3 mois en tous les cas. Mais souvent, ça peut aller jusqu'à 6 mois sans qu'on soit trop inquiet. Mais c'est vrai qu'honnêtement, je n'ai pas d'idée préconçue, c'est qu'il faut qu'on voit en fonction de l'évolution. D'accord, merci Stéphane. Il ne nous reste plus qu'à clôturer. Un grand merci à tout le monde et à tous les participants également pour votre interactivité. Donc, il ne nous reste plus qu'à clôturer, à vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde et un bon courage pour la fin de ce confinement. Au revoir. Au revoir.